nous allons discuter ensemble de l'analyse de la courbe de pression artérielle. Donc ce petit cours va se diviser en deux parties. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la physiologie de la pression artérielle, c'est-à-dire en gros essayer de répondre à cette simple question: pourquoi la courbe de pression artérielle a cette forme? Nous avons des patients en réanimation qui ont des KTA, donc on a des valeurs de pression artérielle et on a une courbe. Mais pourquoi cette courbe ressemble à ça et pas à ça ou à ça? Et dans un deuxième temps, nous essaierons d'expliquer l'utilisation clinique de cette courbe de pression artérielle, c'est-à-dire à quoi ça va nous servir d'avoir toutes ces données sur le scope. Donc, la pression artérielle que l'on souhaite mesurer est la pression au niveau de l'aorte. Il faut bien le comprendre. Ce qui va déterminer cette pression aortique, c'est deux choses principalement. Tout d'abord, l'éjection ventriculaire, c'est-à-dire le volume sanguin qui sera éjecté par notre ventricule. Et la deuxième chose, c'est les propriétés élastiques et résistives de l'arbre artériel. Donc, la capacité à pouvoir se distendre ou au contraire être plus résistante, plus rigide au niveau de notre arbre artériel. Ça va déterminer la pression artérielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pompe cardiaque, elle assure un débit qui n'est pas constant, mais pulsatile. Un coup il bat, un coup il bat pas. Les artères, elles, vont être soumises à cette pulsatilité, et heureusement pour nous, elles ne sont pas rigides, mais l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont constituées de fibres élastiques. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Eh bien, lors de l'éjection systolique, les artères, et notamment l'aorte, vont se distendre et emmagasiner une quantité de la pression qui sera générée par le volume éjecté. Et cette pression emmagasinée sera redistribuée lors de la diastole, lorsque l'aorte reprendra sa forme initiale. En baissant en pression, elle va rechasser dans l'arbre artériel le volume résiduel qu'elle avait absorbé lors de la phase systolique et générer du coup une pression lors de cette phase diastolique qui va expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce que notre courbe de pression artérielle redescend moins vite qu'elle n'est montée. Ceci permet donc de maintenir une pression artérielle relativement continue dans tout l'arbre artériel. Donc, notre pression aortique, elle va être déterminée d'une part par le volume d'éjection systolique, d'autre part par le degré de rigidité aortique, donc de la capacité de notre aorte à pouvoir se distendre, et un troisième point que l'on va aborder tout de suite, l'onde de réflexion. Donc l'onde de réflexion, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple à comprendre, c'est qu'il faut bien se représenter notre arbre artériel avec de multiples embranchements. Lorsque l'on va envoyer notre pression aortique, elle va se propager dans toutes les bifurcations. Et au niveau des zones de changement d'impédance, c'est-à-dire au niveau de chaque bifurcation, elle va se heurter à ces embranchements et générer une onde qui va revenir dans l'autre sens, vers l'aorte. Là, sur ce schéma, on imagine notre aorte comme un simple tube, un seul, et rigide. La systole, la pression monte, la diastole, la pression redescend, c'est tout. Si on ajoute le phénomène d'onde de réflexion, parce que nous n'avons pas qu'un seul tube, nous avons un arbre constitué de myriades d'embranchements, toutes ces ondes de réflexion, elles vont résulter en une seule onde qui va se réfléchir, revenir vers l'aorte et contribuer à élever la pression aortique avec un maximum en début de diastole. Donc cette onde réfléchie qui provient de la périphérie va se superposer avec l'onde incidente, c'est-à-dire l'onde de pression aortique venant du cœur, et va générer l'onde de pression aortique telle qu'on voit sur le scope. Il y a un paramètre intéressant à prendre en compte, c'est la compliance artérielle, donc c'est les propriétés élastiques de nos artères. Si elle est réduite, ou si le site de réflexion est plus proximal lié à une vasoconstriction par exemple, les ondes de réflexion vont revenir plus vite au niveau aortique. Et du coup, l'onde réfléchie va revenir plus tôt, et donc en systole et non plus en diastole.
Le principe similaire que l'on pourrait imaginer, ce serait de lancer une balle contre un mur. Elle va revenir très vite, parce que le mur étant rigide, l'onde va revenir plus vite. Si à la place de ce mur, nous avons un matelas, donc une surface capable d'absorber une pression, et bien en lançant la balle, elle reviendra moins vite. C'est exactement la même chose pour nos artères. Donc, sur notre courbe, si la compliance artérielle est réduite, on voit une majoration de notre pression artérielle systolique. Cela peut avoir 3 conséquences délétères relativement importantes. La première, donc qui est graphique, c'est visuel, ça on le voit bien, c'est une augmentation de la pression systolique en aortique. Ça va avoir comme conséquence tout ce qui va être lié à l'hypertension, donc une augmentation du risque d'AVC par exemple. La deuxième conséquence, c'est que vous allez avoir une augmentation de la post-charge du ventricule gauche lors de cette éjection. C'est-à-dire, la post-charge, ça correspondra à l'effort que devra fournir votre ventricule gauche pour envoyer tout son volume d'éjection. Il va falloir qu'il travaille davantage pour lutter contre cette pression qui vient se surrajouter à la pression initiale. Et donc, du coup, il doit travailler plus. Donc, la demande en oxygène myocardique sera plus importante. Et à terme, il se fatiguera davantage. Ça entraîne des hypertrophies ventriculaires, ce genre de choses. Et la troisième conséquence, c'est que la pression qui était supposée revenir en diastolique et qui se retrouve du coup en systolique, elle n'est plus en diastolique. Et donc du coup, la pression diastolique va diminuer. Et la pression artérielle diastolique, on le sait, est représentative de la pression de perfusion coronaire, ce qui augmente donc le risque d'ischémie myocardique. Donc là, nous avons 2 courbes de pression artérielle. La première, celle du haut, on voit l'onde de réflexion qui va survenir en diastolique. La deuxième, celle du bas, l'onde de réflexion revient en systolique. Cette courbe du bas sera observée chez des patients de petite taille, hypertendus, avec un âge élevé ou vasoconstrictés. Tous les paramètres qui vont entraîner une rigidité aortique plus importante et donc du coup une onde de réflexion plus rapide qui reviendra donc en systolique. Si on reprend les 2 éléments que nous venons de voir, à savoir la restitution durant la diastole du volume sanguin qui aura été stocké pendant la systole grâce à la compliance artérielle et le phénomène d'onde de réflexion, ces 2 éléments-là vont contribuer à élever la pression aortique diastolique. Et cela va générer la courbe de pression artérielle telle qu'on la connaît. La question que vous allez me poser, évidemment, c'est nous, on a des cathés artériels qui sont en périphérique. Ils ne sont pas en aortique. Et je n'ai fait que parler de pression artérielle aortique. Notre courbe est-elle la même en aortique qu'en périphérique ? Bonne question. Ici, nous avons une onde de pression centrale. Ça correspond à la courbe de pression artérielle au niveau aortique. Si on devait la comparer avec une onde de pression périphérique, celle que l'on voit sur nos scopes, on remarquerait une augmentation de la pression systolique, alors que la pression artérielle moyenne et diastolique restent sensiblement identiques. Cette majoration de la systolique sera expliquée par le phénomène d'amplification de l'onde de Poux. Pour expliquer le phénomène d'amplification de l'onde de Poux, on va prendre le sujet sain, on va dire jeune, normotendu, qui a une compliance artérielle assez importante, qui peut être assez grand. Il va avoir du coup une pression artérielle centrale au niveau systolique qui sera assez faible parce qu'il a une capacité élastique énorme pour absorber cette pression. La courbe de gauche, on voit bien qu'il y a une systolique qui est assez basse et une diastolique qui est très longue, avec une pente qui est assez faible, parce que l'onde de réflexion revient en diastolique, donc la diastole redescend tout doucement. Quand on va se rapprocher de la périphérie, on va avoir des artères qui, de par leur constitution, seront de plus en plus rigides, et donc du coup, la pression artérielle systolique sera augmentée. Si on prend le sujet AGI hypertendu vasoconstricté, on a en pression artérielle centrale une onde de réflexion qui revient déjà en systolique, donc avec une majoration de cette pression artérielle systolique, et plus on va se rapprocher de la périphérie, plus on devrait avoir des artères rigides, mais comme elles l'étaient déjà en aortique de par leur constitution,
de par le fait qu'il soit âgé, hypertendu et tout ça, la variation de pression en systolique sera moins importante que chez le sujet jeune. Donc la pression artérielle centrale chez un sujet âgé, hypertendu, est un assez bon reflet quand elle est prise en périphérique. Elle l'est un petit peu moins pour la systolique chez le sujet jeune. Voilà à quoi ressemble donc notre courbe de pression artérielle. Et maintenant, l'intérêt de ce petit topo, c'est d'essayer de comprendre à quoi ça nous sert d'avoir toutes ces valeurs. Le premier intérêt d'avoir toutes ces valeurs de pression artérielle, c'est de récupérer des informations utiles pour juger l'état hémodynamique de notre patient. Donc voilà notre courbe de pression artérielle, que maintenant on comprend parfaitement pourquoi elle a cette forme. Et voici toutes les pressions que l'on va avoir dessus. Donc nous avons la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique, la pression artérielle moyenne et la pression pulsée. La pression artérielle systolique, elle est déterminée, donc comme on a pu le voir au début du cours, par la compliance artérielle, le volume d'éjection systolique et l'inotropisme, que l'on pourrait définir par la force de contraction de notre ventricule gauche. La pression artérielle systolique, qu'est-ce qu'elle nous offre comme information? Elle nous permet d'avoir un reflet de la post-charge du ventricule gauche, du travail qu'il aura à fournir pour pouvoir éjecter le sang dans l'arbre artériel. Comme on l'a vu précédemment avec le phénomène d'amplification de l'onde de Poux, notre pression artérielle systolique sera d'autant plus fiable si notre amplification est faible, à savoir le sujet âgé, hypertendu, vasoconstricté, le patient de réanimation, quoi. La pression artérielle diastolique maintenant. Elle est déterminée par 3 éléments: la fréquence cardiaque, la compliance artérielle et les résistances vasculaires systémiques. À quoi elle sert? Elle sert principalement à refléter le tonus vasculaire et la pression de perfusion des coronaires, principalement l'interventriculaire antérieur et la circonflexe. La pression artérielle moyenne maintenant, celle qu'on utilise très souvent en réanimation, elle va être déterminée par le débit cardiaque et les résistances vasculaires systémiques. Comme on le sait tous, elle est le reflet de la pression motrice de perfusion de nos organes. On a vu, quand on avait le schéma de l'amplification de l'onde de Poux, qu'elle était sensiblement identique en centrale et en périphérique, donc elle est un bon indicateur. Et traditionnellement, on vise minimum 65 mm de mercure comme objectif, en sachant que chez les patients hypertendus, on va probablement viser davantage. Pour finir, la pression pulsée, qui correspond à la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique, elle sera déterminée par le volume d'éjection systolique et la rigidité aortique. À quoi ça va nous servir d'avoir cette pression pulsée? Une diminution de la pression pulsée, autrement dit une pression pincée, cela peut nous indiquer une diminution du volume d'éjection systolique. Donc voilà tous les éléments, tous les paramètres que l'on peut recueillir lorsque nous avons notre pression artérielle qui s'affiche. C'est à l'instant T tous les éléments que l'on peut recueillir. C'était des valeurs statiques. Quand on analyse notre courbe, donc d'un point de vue dynamique, nous pouvons également recueillir des informations quant à une potentielle réponse au remplissage vasculaire. C'est ce qu'on appelle la variabilité de la pression pulsée induite par la ventilation mécanique, ce qu'on a tous entendu sous le terme de delta pp. Donc chez un patient qui est intubé, sédaté, en VAC, qui n'a pas de trouble du rythme, il va avoir une courbe artérielle potentiellement respirodépendante. C'est-à-dire que les cycles respiratoires de notre patient vont générer une variabilité au niveau de la pression artérielle. Quand on regarde notre courbe de pression artérielle, avec donc plusieurs cycles de pression artérielle, et que l'on constate une variabilité respiratoire de la pression artérielle, c'est-à-dire qu'à chaque cycle respiratoire, nous allons avoir une variation de notre pression pulsée. Si nous calculons cette variation de pression pulsée, en faisant la différence entre la pression pulsée maximum qui correspondrait à une expiration et la pression pulsée minimum qui correspondrait à une inspiration, cette variation de pression pulsée, si elle était supérieure à 13%, elle nous offrirait un indice de précharge dépendance, c'est-à-dire une potentielle réponse favorable à un remplissage vasculaire. A l'inverse,
Si nous prenons une courbe de pression artérielle d'un patient qui n'est pas précharge dépendant, nous n'observerons pas cette variabilité respiratoire de la pression artérielle, et donc du coup, un delta pp qui sera faible, inférieur à 13%, nous indiquant potentiellement pas de précharge dépendance, et donc pas de réponse favorable à un remplissage vasculaire. Donc en conclusion, les valeurs statiques de la pression artérielle nous offrent pas mal d'informations concernant l'état hémodynamique de notre patient. Les variations respiratoires de la pression artérielle peuvent nous fournir des informations majeures quant à une réponse favorable ou non à un remplissage vasculaire. Voilà pourquoi monitorer la pression artérielle en réanimation est primordial.